Et après cette introduction, je vous propose qu'on continue sur le sujet de la mode, de son histoire et de son évolution. Et pour ça, j'invite Solène et Héloïse à venir me rejoindre. Alors avant qu'elle se présente, je vais en profiter pour dire quelques mots. Rebonsoir à toutes et à tous. Du coup, je suis Séverine, coordinatrice de projet de l'association The Greener Good depuis quelques mois maintenant. C'est la première fois que j'organise cet événement, même si j'ai été bénévole les années précédentes et que j'ai pu voir l'évolution de ce superbe projet. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas l'association, The Greener Good est une association gagnée sur les questions de transition écologique à travers différentes actions. Vous voyez aujourd'hui notre pan événementiel qui est très large et je pourrais vous parler rapidement d'un autre événement qu'on organisera le 6 juin à Villeurbanne. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes collègues à l'entrée de la chapelle qui vous parleront de cet événement dédié aux enjeux de transition écologique et la mise en avant des acteurs et des actrices villeurbanaises et villeurbanais pour un monde meilleur. Mais notre association, c'est aussi des jeux de sensibilisation. Vous pourrez également le voir ce soir, si vous le souhaitez, à travers des jeux dédiés à la mode éthique, mais aussi des jeux dédiés à l'alimentation, au numérique, et notre petit jeu phare qui s'appelle le Consommètre et qui permet de prendre conscience de notre impact sur 3 thématiques, les gaz à effet de serre, les déchets et l'eau. Et enfin, on propose à des structures associatives, des entreprises et des écoles, des conférences et des webinaires sur des thématiques précises sur les enjeux de transition écologique. Voilà, je fais assez rapide parce que le but est de parler de mode. Et donc, pourquoi cet événement ? Parce que l'association s'est rattachée à un événement beaucoup plus gros qui s'appelle la Fashion Revolution, qui a vu le jour après l'effondrement du Rana Plaza il y a maintenant plusieurs années, qui a fait beaucoup parler et mis en lumière les nombreuses problématiques liées à la fast fashion. Et donc, on a décidé qu'à Lyon, comme vous avez pu le voir durant la présentation si belle, nous sommes dans une ville où la mode a un vrai ancrage, une vraie histoire. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure folle de créer un événement dédié à la mode éthique tous les ans à l'occasion de cette Fashion Revolution, pour parler des initiatives locales qui existent et vous permettre à toutes et à tous de consommer plus durable et de reprendre un petit peu conscience de tout l'impact de la mode qui, malgré tout, a beaucoup évolué et pas forcément dans le bon sens. On va peut-être en parler ce soir. Alors, je vais rapidement passer la parole peut-être à Solène. Bonjour à tous, donc je suis Solène, une des 2 cofondatrices de Goodloop, qui est une entreprise dédiée à la réparation de vêtements et d'équipements techniques, notamment dédiés à tous les sports de plein air, donc ce qu'on appelle les sports outdoor. On est une entreprise lyonnaise, créée il y a 4 ans. On est 8 personnes et concrètement, on a un atelier de réparation de vêtements et d'équipements, donc des tentes, des sacs à dos, des sacs de couchage, des doudounes, vos vêtements de vélo, vos vêtements même pour aller juste travailler à vélo. Et on a tout un volet aussi accompagnement des marques pour penser la réparation en amont de leur collection. Merci. Et pour accompagner Solène sur les différentes discussions qu'on va avoir lors de cette conférence, on a également avec nous Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Héloïse Moignot, je suis la cofondatrice de Slow We Are. Slow We Are, qui est une entreprise spécialisée dans la mode éthique. On existe depuis 10 ans maintenant. On est surtout connu pour être le label de confiance de la mode éthique, dans le sens où on a créé un référentiel qui nous permet d'évaluer la maturité des engagements responsables des marques de mode. Mais on fait aussi autre chose, on fait de la formation pour des professionnels, pour des personnes en reconversion dans les écoles. Et voilà, on intervient aussi, comme aujourd'hui, sur des événements pour sensibiliser le grand public. Et j'ai l'autre casquette, celle de co-autrice également d'un livre qui s'appelle « La face cachée des étiquettes »,
qui est un guide pratique qui donne les clés de lecture des principaux labels qui existent dans le secteur du textile, des impacts écologiques des matières et qui donne aussi des informations sur la manière dont on peut mieux entretenir nos vêtements pour qu'ils tiennent durablement. Et dernière petite casquette, je me permets parce que du coup c'est le fil conducteur un petit peu de la suite. On a créé il y a quelques années maintenant également un outil basé plutôt sur l'histoire de la mode et ses évolutions à travers les époques, et on voit au cours de cet atelier comment finalement les impacts se corrèlent les uns les autres. Et j'en termine là. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, au vu de l'introduction et de ce que vient de nous présenter également Héloïse, on va rapidement aujourd'hui parler de l'histoire et de l'évolution de la mode. Et avant d'aborder le sujet avec vous deux, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que, selon vous, pensez-vous que la mode est perdue de sa valeur avec le temps? Alors, ceux qui pensent que oui, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que oui, la mode a perdu de sa valeur depuis quelques années? Alors, je vois des mains qui se lèvent petit à petit. Oui, bien sûr, c'est de savoir de se dire que donc c'est un sujet qu'on va développer, mais que, comme on l'a vu un petit peu avant, la mode était quelque chose d'assez unique. Il y a maintenant des dizaines et des dizaines d'années, il y avait vraiment ce côté création, etc. Et du coup, qui portait des valeurs très fortes. Et donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la mode contient encore ces valeurs? Est-ce que quand on s'habille, on est porteur de ces valeurs ou non? Voilà, j'espère que c'est plus clair. Est-ce que du coup, on peut relever la main qui pense que du coup, la mode a perdu ces valeurs-là avec le temps? Quand même. On n'est pas à la moitié, mais il y a quand même pas mal de personnes qui pensent ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Alors, oui, totalement. Bien que, quand même, on va commencer par le positif, en tant qu'entreprise spécialisée dans la réparation, on note quand même, particulièrement dans la catégorie des vêtements et des équipements qui ont un usage fonctionnel pour pouvoir pratiquer une activité, qu'il y a un vrai sens de l'attachement de la part de nos clients. On a beaucoup de gens qui viennent faire, soit parce qu'ils ont une histoire avec, ils ont fait leur première voie d'escalade avec, ou leur première vélo maritime avec, ou je ne sais quoi, soit parce que fonctionnellement, ils ont trouvé vraiment le produit qui leur va et ils sont hyper contents de le réparer. Donc finalement, on observe quand même aujourd'hui, dans une partie des consommateurs, un attachement à des choses qui ont de la valeur pour eux. Mais on est sur le fil. Je pense qu'on est dans une société qui est un peu constamment sur le fil et qui est tout le temps tiraillée à basculer d'un côté ou de l'autre de la montagne. Et malheureusement, on a aussi beaucoup de gens qui voient ça comme du jetable, du consommable. Et ça, c'est vraiment hyper triste. Alors, je rejoins complètement ton constat sur la perte de valeur. Après, j'aimerais discuter du terme valeur. Avec plaisir. Le terme valeur, en fait, souvent, elle associe au prix. Et effectivement, quand on regarde ça, le prix du vêtement a totalement baissé ces dernières années. Enfin, déjà, quand on regarde entre les années 60 et les années 2000, le prix avait déjà baissé. Et là, il a encore davantage baissé ces 5 dernières années avec l'arrivée notamment d'ultra fast fashion. Donc, quand on demande à des personnes dans la rue, en micro-trottoir, quel est le prix d'un t-shirt, des personnes vont être capables de répondre 3 €. D'autres personnes vont être capables de répondre 15 € et d'autres qui vont dire 60 €. Donc, où est la juste valeur des choses? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont donner un tarif qui est plus bas que 10 € malheureusement. Et donc, sur la question du prix, effectivement, on a perdu de la valeur. Par contre, là où la mode a pris de la valeur, c'est sur l'image. Aujourd'hui, on porte encore plus des marques, le logo a encore plus de sens qu'avant. Malheureusement, je puis dire, puisque finalement, on achète davantage le vêtement pour la marque qu'il porte, que la valeur intrinsèque en lui-même du produit.
Et justement, donc, tu parles de cette évolution-là. Je voudrais revenir un petit peu du coup sur l'introduction que tu nous as faite et du jeu, de looter un petit peu l'e-mode pour qu'on comprenne un petit peu peut-être comment on en est arrivé là aussi. Oui, alors je vais prendre mes petites notes pour avoir un cadre, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je ne sais pas si je pourrais d'ailleurs tout dire. Donc Séverine, tu m'arrêtes si je prends trop de temps. Donc je vous propose un petit voyage à travers les époques pour découvrir comment finalement notre industrie textile a évolué. Et donc on va remonter très loin, puisque tout commence à la préhistoire, où déjà on cultivait les premières fibres de lin et de chanvre. Des historiens ont retrouvé des restes de ces fibres, ont retrouvé des aiguilles à os, ont retrouvé également des liens entre le fait que l'agriculture viendrait du besoin premier de s'habiller pour se réchauffer. Au fil du temps, le vêtement devient un marqueur social et au Moyen-Âge, des guildes, des sortes de confréries en fait, d'artisans, de tisserands, contrôlait déjà la production et la distribution des produits dans les villes européennes. Et saviez-vous qu'il y avait des couleurs, par exemple, qui n'étaient pas autorisées pour certaines classes sociales, tout comme certaines étoffes qui étaient interdites. C'était des lois, les lois somptuaires. On fait un grand saut, on arrive à l'époque de Marie-Antoinette, au XVIIIe siècle, qui était accompagnée de sa modiste, qui s'appelait Rose Bertin, surnommée première marchande de mode. En fait, elle a commencé à changer très régulièrement de tenue, de coiffure, et elle a également utilisé le vêtement comme un outil politique, notamment quand elle a commencé à utiliser une perruque avec un bateau pour finalement annoncer la victoire d'un navire français versus un navire anglais. Donc, c'est quelque part une première forme d'influence. Ensuite, on arrive à la révolution industrielle avec les métiers à tisser en Angleterre. C'est ça qui a fait un grand bond en avant. Les premiers métiers jacquard et la découverte des premières fibres artificielles. Et en parallèle de ça, on a eu aussi l'ouverture des grands magasins, le Printemps, le Bon Marché, Boussicot, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu l'apparition des premiers catalogues, des premiers magazines. Vogue date de cette période-là. Et on passe à ce moment-là de la vente d'un produit à la vente d'un idéal. Donc on ne vend plus forcément un produit pour sa fonction première. Ensuite, je fais encore un grand bond avec les années 50 et le développement du prêt-à-porter, qui est plutôt un signal fort et une avancée sociale, mais qui dessine déjà les prémices de problématiques sociétales, environnementales et économiques à venir. Dans les années 80, on a l'essor de la Chine, qui commence à exporter des étoffes, à fabriquer aussi pour les marques européennes. Et donc, les États-Unis et l'Europe décident à ce moment-là de faire une forme de protectionnisme en mettant en place un accord qui s'appelle l'accord multifibre pour se protéger. Mais dans les années 94, il y a eu un début de démantèlement. Et finalement, en 2005, ça a été la fin de ce quota. Et c'est à ce moment-là, précisément, que l'on a vu arriver la fast fashion en France. Et le développement, de manière concomitante, de vêtements en matière synthétique, même si ça existait déjà avant. Mais en tout cas, il y a eu vraiment la fast fashion et les matières synthétiques, c'est un peu le duo qui va ensemble. Qui est avec toutes les problématiques environnementales associées. Donc on est sur un modèle aujourd'hui de fast fashion, donc c'est un modèle économique qui consiste à produire en volume dans des pays à bas coût, à avoir une production éclatée et avec très peu de transparence. En France, les conséquences, ça a été le passage de 200 000 salariés dans le secteur du textile à 62 000 salariés aujourd'hui. Et je dirais qu'à présent, depuis les années 2020, on est globalement dans une période de prise de conscience où on commence à mesurer les émissions de gaz à effet de serre, les impacts de l'industrie du textile. Je crois que plus personne aujourd'hui ne sait
pas que l'industrie du textile n'a pas d'impact. Par contre, je pense qu'on ne sait pas forcément quels sont les impacts. Ça, c'est encore autre chose. Mais on est vraiment sur un objectif de mesure et de réglementation également pour structurer la filière. Et on a une crise très importante sur les vêtements de collecte, puisqu'on n'a pas assez de filières pour les prendre en charge. Et est-ce que, du coup, tu dirais... Donc j'ai 2 questions en réalité. La première, c'est est-ce que du coup tu dirais que on a une tendance à revoir justement cet engagement que tu parles au début, ces valeurs politiques, cette prise de position par rapport à ce qu'on va porter, parce que justement l'émergence de l'ultra fast fashion va amener à se dire que entre guillemets beaucoup de gens portent les mêmes choses, on porte les mêmes marques, etc. Pour autant, on voit sur des événements comme aujourd'hui où on a de plus en plus de marques aussi, pareil dans le monde du sport, etc. Émerger du coup des créateurs, des créatrices qui veulent proposer autre chose, et donc du coup des personnes qui, quand elles achètent un produit, vont acheter une marque mais pour les valeurs qu'elles portent. Donc est-ce qu'on pourrait voir ça comme un renouvellement? On dit que la mode est cyclique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un cycle par rapport à ces valeurs et ces engagements, de retrouver un petit peu cette prise de position qui pourrait même être politique par rapport à ça? C'est pour moi? Okay. Alors, donc, si j'ai bien compris, tu me demandes si c'est cyclique ou s'il y a un changement qui s'est opéré ces derniers temps. Alors, donc moi, ça fait 10 ans que je suis vraiment engagée sur ces sujets-là. J'ai vu des périodes vraiment de prise de conscience, des périodes où c'était moins le cas. Par exemple, les facteurs très marquants, ça a été la période du Covid, où là, il y a eu vraiment une explosion de l'intérêt pour la consommation responsable. Je l'atteste par mon propre site internet, notre plateforme d'information. Nos marques labellisées n'ont jamais aussi bien fonctionné que durant cette période-là. Je pense que la majorité des gens avaient le temps de se questionner, de s'informer. Et le train-train de la vie quotidienne fait que post-Covid, ça a moins été le cas. Mais ceci dit, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être sensibilisés, à être conscients, à comprendre qu'il faut changer les choses, à connaître des marques de mode responsables. Mais il y a ce petit chiffre-là qui me vient en tête, c'est qu'il faut être au minimum entre 12 et 15% d'une population pour faire changer les choses. Donc je ne sais pas aujourd'hui à combien on en est, mais voilà, je pense que ce noyau dur, il continue à grandir. Mais il demande à être... c'est comme une course de fond, en fait. À être soutenu par des événements comme aujourd'hui, des choses comme ça qui redonnent toujours un peu d'entrain et à faire en sorte qu'on ne se sente pas seul dans ses convictions. Merci. Et du coup, j'avais une deuxième question qui peut-être serait plus pour Solène. Tu as abordé le lien entre fast fashion et émergence de produits synthétiques. Est-ce que, parce que dans le milieu du sport particulièrement, on a vu émerger énormément de tout ce qui est les vêtements techniques qui, pour la plupart, sont pas forcément issus de matières naturelles. Et donc, il y a tout cet apport textile synthétique qui pourrait du coup poser la question de est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise qualité? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que le synthétique, du coup, rime avec fast fashion et, du coup, mauvaise qualité? Ou est-ce que, voilà, il y a un entre-deux à trouver? Oui, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Synthétique ne rime pas du tout forcément avec mauvaise qualité. Il y a des tas de textiles synthétiques qui ont révolutionné des tas de secteurs dans la santé, dans l'industrie, dans le sport, etc. C'est quand même des textiles qui permettent d'aller chercher soit plus de performance, plus de légèreté ou des fonctionnalités qui sont utiles. Maintenant, si on déplace un tout petit peu le curseur, je pense qu'un des problèmes majeurs qu'on rencontre, et c'est valable pour le textile, mais c'est valable finalement un peu pour tout, c'est qu'on a aussi assisté avec l'essor de la surconsommation à une sursegmentation de l'offre. Et donc, en fait, qu'est-ce qui pousse aussi aujourd'hui un consommateur à acheter tout un tas de choses?
c'est qu'il lui faut, dans le sport par exemple, une veste pour aller faire du vélo, une veste pour aller courir, une paire de baskets pour aller faire du tennis, qui ne sera pas la même que pour aller faire de la course à pied. Et en fait, ça, on l'observe dans le milieu de la mode. Il faut une tenue cool pour aller bosser, mais aussi une tenue un peu cool pour aller dîner, mais pas trop chic. Mais en même temps, on a envie d'avoir un truc chic. Ah ouais, mais à Noël, je veux un truc cool aussi. Et au final, à la fin, je pense qu'on est nombreux à se dire qu'il ne faut pas avoir trop de vêtements, encore que je ne suis pas sûre qu'on soit encore les 12 et 15% nécessaires à se le dire. Mais au-delà de ça, on est aussi de plus en plus formaté à acheter à chaque fois le bon truc. Et c'est vraiment valable, on l'observe très fort dans le sport. Avant, vous aviez vraiment, réfléchissez, il y a 15 ou 20 ans, vous aviez une paire de baskets et regardez combien vous en avez aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Les textiles synthétiques, oui, c'est issu de la pétrochimie. Oui, du coup, c'est pas idéal et c'est bien pour ça que des structures comme Good Loop existent. C'est parce qu'une fois qu'ils ont été fabriqués, autant les faire durer le plus longtemps possible et autant qu'ils servent à emmener les gens dehors, à leur permettre de faire des choses qui sont vraiment utiles. Il faut qu'on continue à structurer les filières de recyclage, etc. Par contre, le synthétique, celui-là, il pose vraiment problème, effectivement, parce qu'il ne va pas durer dans le temps, parce que du coup, il va se retrouver très vite un problème pour les collecteurs et pour les personnes qui vont essayer de le recycler, qui ne vont pas trouver d'exutoire pour ça. Donc encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Et c'est là que ça devient difficile pour le consommateur de savoir synthétique ou pas, made in France ou pas, à la mode ou pas. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut aussi garder en tête, c'est que acheter éthique, il y a une petite partie de la population qui le fera parce que ça leur tiendra à cœur, mais en fait, on est globalement tous pareils. Les humains, on consomme et on va vers les choses par lesquelles on est convaincu, donc qui nous semblent utiles. Donc il faut d'abord penser utilité avant de penser le sens, quoi. Petit conseil comme ça, en petite parenthèse, la méthode bisou, peut-être que vous connaissez, et qui a son U pour utilité, justement, et donc du coup de repenser un petit peu ses achats en fonction de ses besoins, de son utilité, de ce qu'on possède déjà pour éviter d'être dans la surconsommation. Alors c'est une méthode qui a émergé du zéro déchet, mais qui en réalité peut s'appliquer dans nombreux domaines de la vie quotidienne. Mais du coup, ça me questionne aussi sur le prix que tu as abordé, le prix d'un t-shirt et le prix qu'on va mettre. On entend souvent dire que maintenant, la mode coûte plus cher, que la mode éthique, surtout, coûte très cher. Et donc, finalement, la fast fashion répond à cette problématique. Mais est-ce que vraiment, on économise en achetant la fast fashion, selon vous, ou pas ? Alors du coup, évidemment, à mon sens pas du tout. Et encore une fois, on travaille dans le milieu outdoor, dans un secteur où on a plutôt l'habitude de voir des pièces qui durent. Les gens viennent faire réparer chez nous des équipements qui vont garder 5, 10, 15 ans, ce qui est souvent bien plus qu'un t-shirt. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et en fait, merci. Ça ne coûte pas forcément plus cher. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y a un sujet sur le pouvoir d'achat. En fait, aujourd'hui, et ce n'est pas donné à tout le monde d'aller acheter un t-shirt à 40 € qui va peut-être durer hyper bien contre un t-shirt à 4 €. Et c'est là qu'il faut, à mon sens, vraiment que les marques écrivent une nouvelle histoire, de nouvelles façons de consommer, qui peuvent être tout à fait vertueuses pour elles. Et je donne l'exemple d'une marque de chaussures qui s'appelle Bocage, qui a lancé une initiative que je trouve hyper intéressante, qui permet sur tout un tas de modèles de chaussures de louer ces chaussures avant de décider si on veut les acheter ou pas. Typiquement, vous avez un truc en été où vous voulez avoir une belle paire de chaussures à talons. Au lieu de les acheter et qu'elles dorment dans votre placard, sachant qu'a priori vous pouvez les louer, ça vous coûte peut-être un quart du prix de la chaussure, donc d'un point de vue économique, c'est super intéressant. Si au bout de 3 mois, elles vous conviennent, vous les gardez. Mais voilà, donc il y a ce genre de choses qui peuvent exister. Il y a des marques qui aujourd'hui permettent d'acheter les choses en plusieurs fois.
Et ça ou de louer. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui ne fonctionnent qu'à partir du moment où le produit est bon. Si le produit il est bon et qu'il dure, en fait, on peut imaginer plein de choses pour que le consommateur il puisse le payer à la mesure de ce qu'il est prêt à payer à la fin de chaque mois. Mais pour ça, il faut que le produit soit bon. Est-ce que je peux revenir sur le polyester? Okay. Parce que voilà, moi, je ne suis pas totalement pour l'utilisation du polyester. Pour moi, c'est une phase transitoire qu'on est peut-être un peu obligé à avoir pour l'utilisation notamment du polyester recyclé. Donc là, pour ça, moi, je suis OK sur l'utilisation du polyester recyclé. Mais sur toutes les matières d'origine synthétique, je suis vraiment dans l'idée où il faudrait que sur le long terme, on arrête d'en utiliser, qu'on arrête d'utiliser en fait du plastique, tout simplement. Parce que le plastique, c'est... là, je suis en train de lire un livre sur le sujet qui s'appelle No More Plastic. Je recommande vraiment à tout le monde. C'est un problème sanitaire en devenir, en gros. C'est non seulement les microparticules que l'on trouve à 35% dans les océans d'origine du textile, mais il y a tous les autres secteurs qui utilisent aussi du plastique. On retrouve du plastique dans les placentas, on retrouve des nanoparticules, hein, j'entends. Pardon, je précise. On retrouve des nanoparticules dans l'environnement. Ça peut créer en fait énormément d'impacts négatifs, même en effet, même concernant le changement climatique. Donc, il ne faut pas oublier que le vêtement en polyester est en contact direct avec la peau, qui est un organe qui absorbe en fait toutes les substances nocives. Et donc, c'est un perturbateur. Le polyester, comme d'autres matières synthétiques, sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ma recommandation par rapport à ça, ce n'est pas non plus de vous faire peur et puis de plus acheter de vêtements en polyester, mais de privilégier au maximum des vêtements en matière naturelle. Et quand vous avez vraiment besoin de vêtements avec ces matières synthétiques, comme pour le sport par exemple, ou des vêtements techniques, ben voilà, il n'y a pas forcément de solution alternative aujourd'hui par rapport à ça. Il y a des marques super intéressantes d'un point de vue qui sont éco-responsables, qui ont décidé d'utiliser cette matière-là parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'autres solutions, mais elles ont choisi d'utiliser des étoffes qui sont techniques et qui libèrent moins de microparticules versus des matières synthétiques de la fast fashion qui ne sont pas tissées de la même manière et qui peuvent perdre au contraire davantage de microparticules. Donc en gros, la qualité d'une étoffe peut avoir un impact aussi sur la déperdition de microparticules. Parfait, merci. Et est-ce que tu veux revenir un petit peu sur le prix aussi? Oui, le prix. Le prix, c'était quoi la question sur... Ah oui, le coût d'usage. Moi, j'ai envie de vous parler du coût d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez un vêtement qui est peut-être plus cher, c'est un effort budgétaire, je le conçois complètement. Une des recommandations, c'est de vous poser la question de combien de fois vous envisagez de le porter. Si vous achetez ce vêtement pour le porter longtemps, et qu'il est en mode responsable, ça vaut vraiment le coup puisque sur le long terme, vous allez amortir quelque part ce produit-là. Donc finalement, la question du prix, elle s'envisage aussi sur la durée et pas simplement sur un usage sur importé, par exemple. Donc en termes d'économie, oui, on est gagnant à acheter un vêtement qui dure plus longtemps, qui est de meilleure qualité et que l'on va porter plus longtemps et qu'on va peut-être aussi mieux réfléchir avant l'acte d'achat sur son réel besoin. Donc ça revient un petit peu à la méthode que tu as donnée tout à l'heure aussi. Exactement. Je me permets de continuer. Alors malheureusement, on ne pourra pas aborder toutes les questions que j'ai prévues. J'espère qu'on pourra aborder au moins une ou deux questions si vous en avez dans le public. Mais pour revenir un peu à notre thématique, selon vous, quelle va être l'évolution de la mode si on devrait un peu se projeter sur ce soir? Est-ce que vous croyez que justement on atteindra ces 15% de personnes qui peuvent faire changer les choses? Est-ce que l'ancrage maintenant de la fast fashion et de l'ultra fast fashion est beaucoup trop démocratisé pour se détruire? On a pu quand même voir qu'il y avait eu des scandales suite, par exemple, à l'arrivée de Shine au BHV, qui du coup a fait de nombreuses polémiques, etc., et a remis encore une fois en cause ces méthodes de production et ces marques et ces magasins. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est
ces petites polémiques, on va dire, même si elles sont un peu grosses, vont amener du changement selon vous et on va arriver sur une nouvelle manière de consommer ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que la réglementation est une marge de manœuvre pour justement limiter l'arrivée de l'ultra fast fashion. Et le mouvement citoyen aussi, puisqu'en fait, on a vu que tout simplement, si Chine n'a pas eu le succès escompté au BHV, c'est aussi parce que de nombreux citoyens ont décidé de faire barrage. Moi, par rapport à l'avenir de la mode, je pense qu'on va forcément être sur une ère un petit peu greenwashisante, on l'est déjà, qui va peut-être être encore plus forte, parce qu'en fait, le consommateur, il est de plus en plus demandeur de transparence, de traçabilité. Donc, il y a de plus en plus de marques qui vont essayer d'aller là-dessus, mais parfois par opportunisme, sans avoir la cohérence d'une démarche sincère et effective. Et c'est là où il va y avoir une zone un peu délicate, mais on est nombreux aussi justement à veiller à la preuve. Aussi, je pense, important à l'avenir, c'est de plus contrôler aussi les déclarations des marques. Et donc, il y a une réglementation aussi européenne en cours qui s'appelle les Green Claims, qui seront bientôt effectives et qui vont interdire, par exemple, des termes comme éco-responsable, neutre en carbone, s'il n'y a pas de preuves associées. Eh bien, tu as commencé un petit peu aussi ma dernière conclusion et mon arrivée vers des solutions, qui est que cette année, la thématique de la Fashion Revolution est l'action collective. Donc du coup, tu as amené ça. Et donc, ma dernière question pour pouvoir proposer des solutions et ne pas rester que sur des choses peut-être un peu négatives parfois de ce qu'on peut dire en conférence, c'est comment collectivement, parce qu'on a tendance, surtout dans les domaines de transition écologique, à souvent remettre la faute sur l'individu, à chercher comment il faut soi-même se remettre en question, changer les choses, mais pour autant, collectivement, il existe aussi de quoi faire changer les choses. Donc, tu as commencé à en parler de toutes ces actions collectives et politiques, de cette réglementation. Si, je ne sais pas, Solène, tu veux compléter ou si tu as des choses à dire ou revenir sur ma question précédente, voilà, permettre un petit peu d'ouvrir les différentes possibilités. Il ne faut pas oublier l'action individuelle parce que ce qu'on achète et ce qu'on consomme, si vous choisissez d'acheter une marque éthique et non pas une autre, ça fait la différence, bien sûr. Évidemment, l'action collective, la mobilisation citoyenne, elle est, si on voit le verre à moitié plein, elle est aussi favorisée aujourd'hui. Imaginez, comme les canuts ont dû avoir du mal à se fédérer pour arriver à se mettre d'accord à 8000, comment ils allaient... finalement faire changer les choses. Aujourd'hui, on a plein de communications à notre disposition et on a aussi plein de structures associatives à notre disposition qui font du plaidoyer et qui peuvent nous aider à nous fédérer. Donc, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ce qui est certain, c'est que la démocratie participative, elle ne marche qu'à partir du moment où les gens participent. Donc, oui, on peut faire entendre sa voix. Si Oxfam et les militants d'Oxfam n'avaient pas mis le doigt sur ce problème des polluants éternels qui se trouvent en grande partie dans les membranes synthétiques imperméables et dans tout un tas de trucs, vos poils, etc., en fait, ce sujet serait encore très probablement sous le tapis. Alors oui, ça fait 60 ans que ce truc aurait dû être réglé et qu'il ne l'est toujours pas, mais reste positif, en fait, l'action citoyenne, elle a encore un énorme impact, aussi pour faire bouger les choses au niveau politique, au niveau des marques, etc. Donc l'action collective continue de fonctionner, même si je reste persuadée que c'est aussi aux entreprises et aux cadres réglementaires d'amener les choses. Merci beaucoup. On va bientôt devoir terminer cette conférence. Avant de clôturer, est-ce que vous auriez une ressource à partager aux personnes qui nous ont écoutés ce soir pour peut-être soit approfondir les sujets ou commencer un changement ou que ce soit ce que vous voulez. Alors moi, je suis assez amatrice de lecture, donc je vais recommander quelques ouvrages. Donc là, l'ouvrage que je suis en train de lire, dont je vous ai parlé, je le trouve très intéressant, donc je vous le recommande, c'est No More Plastic.
de Rosalie Mann, le livre noir de la mode de Audrey Millet, qui est aussi extraordinaire. Et je vais faire un peu de pub pour moi. La face cachée des étiquettes, qui est donc l'ouvrage que j'ai coécrit, qui revient sur les labels, sur les étiquettes, etc. Et c'était des actions et signer des pétitions aussi. Ça, c'est très très important. Ça fait vraiment ça fait évoluer les lois. Et ça demande pas grand-chose. Ça demande pas grand-chose de signer une pétition. Non, ça demande pas grand-chose tout ça. Et pourquoi je vous parle d'ouvrage? Pardon, je vous ai pas expliqué le fond de ma pensée. C'est parce qu'en fait, on sait qu'il y a des impacts aujourd'hui, mais c'est important, si on veut exiger des preuves auprès des entreprises, de comprendre après les messages qui nous communiquent. Parce que certains messages sont vraiment à la limite du greenwashing. Moi, je pense que vous en avez sans doute déjà tous fait, mais je vous recommande les fresques. Il en existe tout un tas. Et adapté à la fois aux adultes, mais aussi aux enfants. Donc voilà, il y a la fresque du climat qui est bien sûr assez connue, mais il y a aussi des fresques beaucoup plus spécialisées sur la circularité, sur le numérique, etc. Le truc sympa des fresques, c'est que vous le faites avec des gens... vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire dans un bar associatif, vous pouvez le faire en entreprise. C'est hyper facile d'accès, vous trouvez des formateurs hyper facilement. Et c'est peut-être pour moi une des façons les plus simples et les plus sympas de se sensibiliser si on n'est pas lecteur assidu. Merci beaucoup et je me permets aussi du coup de vous partager 2-3 petites ressources. Alors la première, ce sera des ressources que vous pouvez avoir dès aujourd'hui. C'est notre stand de jeux sur la mode éthique où vous allez pouvoir découvrir à la fois les tissus. En fait, vous allez pouvoir reprendre un petit peu ce qu'on a vu ce soir. On a un jeu sur la découverte des tissus pour essayer de retrouver quels tissus sont synthétiques et quels tissus sont naturels. On a un jeu sur la comparaison du prix et qu'est-ce qui se cache derrière le prix d'un t-shirt de fast fashion et un t-shirt de mode éthique. Et un jeu sur vraiment la conception, la fabrication d'un vêtement et de toutes les étapes par lesquelles il passe. Le deuxième petite ressource, toujours d'une création The Greener Good, c'est notre guide, un guide qui a vu sa dernière édition sortie en août 2025, qui recense plus de 900 adresses sur la métropole de Lyon pour consommer plus durable, mais surtout qui propose des parties pédagogiques et instructives sur les différents champs de la vie quotidienne, dont la mode et du coup le textile, pour comprendre un petit peu les différents labels et son impact. Voilà, je vous remercie énormément pour d'être venu et pour avoir répondu à mes questions. Est-ce que par hasard il y aurait une ou deux questions? Je pourrais malheureusement pas en prendre plus pour ce soir. Oui. Je me permets de faire la voix, peut-être pour les personnes qui sont au fond. La question était, est-ce qu'on doit blâmer les personnes qui consomment la fast fashion et pas plutôt les éduquer ou les accompagner? Voilà, j'ai réduit, mais je pense avoir dit... Je suis tout à fait... je pense effectivement que ça ne sert à rien de se monter les uns contre les autres. Et s'il y a des consommateurs d'ultra fast fashion, je pense qu'il n'y a personne qui se dit... je vais exploiter des gens ou je vais polluer ma planète ou la détruire. Donc je pense qu'il y a un vrai problème en effet de manque d'information et d'éducation. C'est là que les mouvements citoyens sont importants. C'est que si chacun se mobilise à son échelle, en fait, la petite voix éthique, elle gronde et elle devient de plus en plus importante. Moi, je suis jeune maman, je suis maman de 3 enfants qui ont moins de 8 ans. Et il y a un truc quand même que j'observe qui me donne un peu d'espoir, c'est que, ils sont sensibilisés depuis la maternelle aux sujets environnementaux en école publique. Et deuxièmement, c'est que moi, à 8 ans, je commençais à avoir envie d'aller faire les boutiques le samedi après-midi avec ma mère pour aller chez Pimki. Et qu'aujourd'hui, je me rends compte dans mon entourage que les enfants, ça ne leur traverse pas l'esprit. Alors après, c'est sans doute aussi une histoire peut-être de cercle social, etc. Mais moi, je trouve qu'il faut garder espoir. Aujourd'hui, ça fait déjà longtemps qu'on a pris conscience qu'il fallait sensibiliser. Et la jeune génération, elle arrive. Et plus on continue à sensibiliser par ce genre de soirée et par tout un tas d'autres actions, plus on crée des citoyens responsables.
Oui, je partage également cet avis-là, que c'est par la sensibilisation, la formation, l'éducation qu'on peut faire prendre conscience, mais en aucun cas fustiger qui que ce soit pour ses choix. Chacun fait ce qu'il peut avec ce dont il dispose, donc voilà, c'est des choix après aussi personnels. Par contre, moi, mettre une petite graine, ça, c'est plutôt bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence.